مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم الموعد السياسي. الموعد السياسي لهذا الأسبوع تستضيف السيد غازي حدوسي وزير الاقتصاد والمالية الجزائري في حكومة إصلاحات ما بين سنة 89 و 91. كانت قد استضافته قناة رشاد في حصة شاهد على التاريخ ليتحدث لنا حول فترات تاريخية كان قد شهدها كمسؤول سياسي جزائري، ونستضيفه اليوم للحديث حول الأمر السياسي الحاني، من إعلان الحكومة الجديدة برئاسة عبد الملك سلال ومشروع الإصلاحات الذي أطلقه الرئيس بوتفليقة، وكذا ملف الانتخابات الرئاسية 2014 ووضع الحريات السياسية والنقابية في الجزائر، خاصة إثر اعتقال العديد من المناضلين السياسيين والنقابيين. سيد غازي حدوسي، مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير. أولا نشكرك على تلبيتك هذه الدعوة، ونريد معرفة رأيك أنت كسياسي ومعارض جزائري وكنت وزير الاقتصاد والمالية في السابق حول حيثيات تعيين الحكومة الجديدة برئاسة السيد عبد الملك سلال، التي هي حكومة ما يسمى بالتكنوقراط وخارجة عن الأغلبية البرلمانية، أغلبية جبهة التحرير. Votre avis là-dessus? Je voudrais m'excuser, je parlerai en français parce que je parle de l'actualité et je ne veux pas qu'il y ait d'équivoque là-dessus. En un mot, le gouvernement m'inquiète, non pas pour les gens qui le composent, je ne les connais pas pour la plupart, et je ne sais pas en quoi il est technique d'ailleurs, mais je m'interroge surtout parce que je pense à la vision du président. C'est un gouvernement qui est désigné apparemment pour les 2 années qui restent à ce président, pour la fin de ce mandat, que ce soit une fin définitive ou une fin avec renouvellement. J'ai compris les mots d'ordre de ce gouvernement et c'est ces mots d'ordre qui m'inquiètent. Je voudrais revenir là-dessus. Il y a 3 mots d'ordre dans ce gouvernement. Le premier, c'est l'organisation. La fin de ce mandat de Bouteflika signifie la disparition du FLN et signifie la disparition aussi de ce qu'on appelle les partis qui ont soutenu le président, essentiellement ce qu'on appellerait les islamistes modérés. Ça a un sens. Je reviendrai là-dessus. Le premier élément, c'est l'organisation. Le deuxième élément, c'est la menace extérieure. Ce gouvernement parle dès le début des risques d'intervention extérieure liés à la révolution arabe et dit qu'il est là pour éviter ces risques. Là aussi, nous nous interrogeons. Et le troisième point, c'est le social. Je ne vais pas être long. Bon, pour l'organisation, la seule chose que je regrette, mais tant pis, c'est une responsabilité historique. Il y a un moment où le FLN s'arrête. C'est regrettable qu'il s'arrête sous la présidence de quelqu'un qui a fabriqué le FLN et d'un président qui a été élu par le FLN, mais je crois que l'organisation politique du FLN a atteint le stade où de toute façon elle meurt, et de la vilaine façon. Ce qui est regrettable pour l'Algérie, c'est que c'est quand même le mouvement de la guerre de libération qui meurt de cette façon, de cette manière aussi méprisante, par des hommes qui n'ont aucune capacité humaine, aucune capacité politique. Mais c'est tant pis, c'est regrettable. Pour les musulmans modérés, ils n'ont que ce qu'ils méritent. De toute façon, c'était des organisations moins importantes que le FLN. Parce que fabriquer... Pour les islamistes modérés, vous parlez de Hamas et... Voilà, tous ces gens-là, bon, ils ont été organisés pour faire le sale travail, ils sont bons, c'est pas très grave. Malheureusement, le FLN, quel que soit le sale travail qui a été fait, il a une histoire qui est quand même celle du FLN, et c'est regrettable. Bon, voilà, ça c'est un côté un peu négatif. Quand on est responsable de ce pays et de son histoire, on ne liquide pas le FLN de cette manière. Même si on est contre, et Dieu sait si je suis contre ce qu'il fait depuis très longtemps. Un deuxième problème, c'est la menace extérieure. Là, ça m'inquiète. Ça veut dire quoi? Préserver l'Algérie. Préserver qui? Est-ce que c'est préserver le peuple algérien contre la menace extérieure? Ce n'est pas le peuple algérien qui est concerné par la menace extérieure, c'est le gouvernement qui est concerné par la menace extérieure. Est-ce que le gouvernement est capable d'être souverain?
Moi, je pose la question au gouvernement. Il dit qu'il va protéger les Algériens. Je lui dis, quelle arme as-tu pour être souverain et pour te faire respecter? Je crois que c'est le peuple algérien qui a le droit de demander à son gouvernement, à sa diplomatie, s'ils ont la capacité de leur éviter la menace extérieure. Sinon, et si le gouvernement est aveugle là-dessus, et je pense que le gouvernement, en faisant cette déclaration, montre qu'il est aveugle sur la réalité de ses défauts. Il ne voit pas les défauts qui le mènent aujourd'hui à se faire dicter sa politique par l'extérieur. Si elle n'est Et il déjà croit, pas dictée. voilà, et il croit que ça concerne la population et que la menace peut lui venir de la population. La menace lui vient de la population si lui n'est pas souverain. Ce n'est pas l'inverse. La population aujourd'hui est calme, surtout parce qu'elle sait que le gouvernement n'est pas souverain. Et je pense que là, si le gouvernement va se méfier de la population, il se trompe lourdement, il restera faible et il sera sous la menace extérieure. Et ça m'inquiète beaucoup. Ça veut dire que dans le projet du gouvernement, il y a un aveuglement, il y a des gens qui n'ont pas compris leur faiblesse, qui n'ont pas compris pourquoi ils ne sont pas souverains, ni militairement, ni diplomatiquement, ni politiquement, et ça c'est grave. C'est, encore une fois, la fin d'un mandat sous le volume de l'échec. Monsieur Hidoussi, parlons de souveraineté. Après 13, voire 14 ans de présidence Bouteflika, est-ce qu'on peut parler toujours de souveraineté en Algérie, souveraineté de l'État ou souveraineté du gouvernement, quand on sait par exemple que des sociétés pétrolières étrangères bénéficient du pétrole algérien à hauteur de 49 voire 50% de la vente de ce pétrole, et des marchés d'exploitation de l'énergie, des hydrocarbures sont passés d'une manière très occulte. Quand on sait que Chakib Khalil, en 2004 ou en 2005, a élaboré une loi sur les hydrocarbures favorisant les entreprises étrangères au détriment de son attaque, quand on sait qu'aujourd'hui, au mois de novembre, une loi sur les hydrocarbures est en train d'être préparée et on nous dit que c'est du copier-coller de ce qui a été annulé en 2004, quand on sait que le gaz de schiste est exploité en Algérie alors qu'en France, il a été interdit pour des raisons de pollution, et quand on sait que des diplomates algériens sont otages de groupes armés non identifiés et que des consulats algériens sont squattés jour et nuit au nord du Mali sans que ça fasse bouger quelqu'un sur le plan politique ou militaire. Est-ce qu'il y a un sens encore à ce que vous appelez souveraineté? Dans votre question, vous êtes optimiste. Moi, je suis pessimiste. En fait, je ne demande plus au gouvernement algérien d'avoir une souveraineté économique. Ça fait longtemps que le gouvernement, depuis qu'on est parti, puisqu'on est le 5 octobre, depuis le 5 octobre, le FMI est rentré en Algérie et le gouvernement a signé. Depuis ce jour-là, nous ne sommes pas sous souveraineté algérienne. Évidemment sur le plan économique, évidemment sur le plan des hydrocarbures. Il y a eu des résistances, mais là, la loi va être votée. Et c'est une loi qui donne du bénéfice fiscal que personne n'a demandé à des sociétés uniquement par manque de souveraineté. Ce que j'appelle le manque de souveraineté, c'est qu'on fait gratuitement, on donne un cadeau fiscal à des compagnies américaines pour leur montrer que l'Algérie est alignée. En même temps, on va signer des accords de libre-échange avec l'Europe. On est encore de négocier dans le détail. Et on les signera parce qu'on est faible. Là aussi, ça montre, et c'est très grave d'ailleurs pour l'Algérie, mais en fait, ça montre également qu'on n'est pas souverain. Là où on n'est pas souverain, mais tout cela, je ne l'attends pas. Je sais qu'économiquement, nous ne sommes pas un pays souverain. Nous n'avons pas de monnaie nationale. Notre monnaie nationale est en train de dégringoler, de s'en aller. Nous n'en avons pas. Nous avons de l'inflation. Tout ceci, je sais que ça n'existe pas. Ce n'est pas sous ce gouvernement qu'il y aura une politique économique. Il n'y en a pas eu depuis 1994. Mais là où je dis que la souveraineté s'en va, elle s'en va dans le dernier carré. C'est-à-dire la capacité de l'État algérien à donner son opinion clairement sur ce qui se passe dans le monde arabe, à donner clairement son opinion sur ce qui se passe au Mali. Le gouvernement algérien dit « je suis faible », c'est comme ça que je lis la politique, «
je suis incapable, je m'aligne sur les plus forts. Et aujourd'hui, les plus forts, ils sont intervenus dans le monde arabe et nous assistons en tant qu'Algériens à cette perte de souveraineté. Sur les hydrocarbures, je retiendrai un mot, Hassim Saoud n'appartient pas aux Algériens. Nous avons un syndicaliste, Yassine Zaïd, qui fait partie du mouvement syndical dont je fais partie. J'ai le droit d'en parler, qui est emprisonné aujourd'hui. Il est emprisonné pourquoi? Il est emprisonné parce qu'il veut faire de l'activité syndicale dans les hydrocarbures sur le territoire algérien. Voilà où se trouve la souveraineté. Ce qui est un droit constitutionnel. Voilà où se trouve c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Algérien n'a pas le droit d'avoir une activité syndicale, même pas politique, dans un territoire pétrolier. Le territoire pétrolier est extérieur à l'Algérie. Mais ce n'est pas les étrangers qui le disent. Ce sont les Algériens qui le disent. En arrêtant Yassine Zaïd, ils disent qu'ils ont perdu leur souveraineté sur le sol national. Et c'est là où je dis que sur ces points de détail, il n'y a pas de gouvernement algérien. Il n'y a pas de gouvernement algérien, je l'ai dit, dans l'organisation. C'est impossible qu'un gouvernement efface son histoire. Même s'il ne l'aime pas, il n'a pas le droit. Ce n'est pas pour des places de députés qu'on efface une histoire. Et évidemment, c'est impossible aussi sur le plan social. Voici les 200 milliards de l'Algérie qui aujourd'hui commencent à donner leurs résultats. Le résultat, c'est une inflation qui dépasse 10% par an. C'est-à-dire que le résultat de cette richesse, ce sont encore les pauvres Algériens qui vont le payer par une politique économique qui n'existe pas. Voilà ce que j'appelle les moments dangereux. Et on ajoute à cela que le gouvernement va être ferme. Il est ferme avec les gens qui font du commerce informel. Voilà, il a trouvé les vrais méchants. Ce sont ceux qui salissent les quartiers. Ce sont les pauvres. On reviendra d'ailleurs ensuite, peut-être, à ce que c'est que cette élite algérienne qui déjà choisit... On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Quand vous parlez du commerce informel, on a entendu cette semaine, par exemple, M. Amara Ben Younes, qui préside un parti qui a 7 députés mais qui gouverne. C'est vraiment un petit peu le paradoxe algérien. C'est une information. Voilà, 7 députés mais on est au gouvernement. Il y en a même quelqu'un qui préside un parti qui n'a aucun député mais qui est ministre. Donc c'est ceux qui n'ont pas de majorité qui gouvernent chez nous. Qui dit que le programme de ce gouvernement, c'est de nettoyer l'Algérie. Donc c'est un aveu d'échec en disant que nettoyer, ça veut dire que l'Algérie est sale, et qu'on va continuer le programme du président de la République, M. Bouteflika. Ça veut dire que le programme du président Bouteflika de 1999 jusqu'à maintenant, c'était de salir l'Algérie, et maintenant on va changer de cap, on va la rendre propre, et rendre propre cette Algérie, c'est d'empêcher ces Algériens, ces pauvres Algériens, qui vendent à la sauvette dans les rues des villes algériennes. Mais ceux-là, ils sont en train d'écouler des marchandises qui rentrent dans les ports algériens. C'est majoritairement des marchandises asiatiques. Comment expliquez-vous que ce gouvernement qui se prétend fort s'attaque aux simples vendeurs de rue en lui interdisant le droit de vendre une marchandise acquise et ne s'attaque pas à la mafia politico-financière qui importe ces marchandises qui ne sont pas forcément nécessaires à la consommation algérienne et qui rentrent des ports algériens, parfois sans payer de taxes d'importation et en payant des pots de vin. Pourquoi on s'attaque aux faibles et pas aux forts? C'est le troisième point dont je voulais parler. Je parlais donc de la menace extérieure. Pour moi, elle est grave quand le gouvernement dit « je vais mettre de l'ordre » dans une population qui n'a attaqué personne. Hein. L'Algérie n'a attaqué aucun pays, elle n'a pas attaqué non plus Hassim Saoud ni l'Algérie. Et voilà que le chef du gouvernement décide d'avoir peur des Algériens. C'est significatif qu'il ait peur des Algériens, c'est-à-dire du peuple. En fait, la situation est une situation contre le peuple. Elle est contre le peuple parce qu'on nie le FLN. On n'a pas le droit de nier l'histoire du peuple algérien. Elle est contre le peuple parce qu'on croit qu'il va être responsable de la menace extérieure. Et elle est contre le peuple par l'image même que donne ce gouvernement vis-à-vis du marché informel, mais pas seulement du marché informel. C'est l'image qu'il donne de la ville. Voilà un gouvernement qui a abandonné ses villes
depuis très longtemps. Il les a abandonnés au point où les gens ne savent pas où habiter et les gens ne savent pas où faire du commerce, ne savent pas quoi faire comme activité et les gens font ce qu'ils peuvent pour survivre. Et le gouvernement décide que ce n'est pas une ville propre pour lui. La question qui m'intéresse, c'est qui décide ça? Ceux qui décident ça et qui sont d'accord avec la guerre contre l'informel, c'est une classe politique. Et j'en reviens à l'élite algérienne. Aujourd'hui, avec cette assemblée telle qu'elle existe, avec ces discours du gouvernement tel qu'il existe, avec ce qu'il pense de la discipline qu'il va créer en Algérie, on voit bien qu'il y a une classe politique anti-populaire qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas vrai de dire, et je le dis aujourd'hui, seuls quelques militaires ou seule une police politique tient le pouvoir. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle est soutenue par une multitude de petits partis, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Ce sont des gens qui ont eu des privilèges en Algérie, qui veulent garder leurs privilèges, et ils ont peur de perdre ces privilèges, donc ils disent le gouvernement Cellal est chargé de discipliner la populace qui peut être dangereuse sur le plan extérieur et qui peut être dangereuse économiquement dans le marché informel. Voilà comment je lis politiquement la situation. Donc nous avons bien une élite antipopulaire qui aujourd'hui se voit. Je suis frappé d'ailleurs, parce que je regarde la télévision algérienne, c'est tout ce que j'ai le droit de regarder, comme aujourd'hui. Et je suis frappé par l'image qui est la même de toute cette élite, de cette petite bourgeoisie algérienne, qui soutient en fait profondément, comme en 1992 l'armée, qui aujourd'hui la soutient pour ces petits privilèges que lui donne le régime aujourd'hui. Les gens sont habillés de la même manière, ils parlent de la même manière, ils insultent les gens de la même manière. D'ailleurs, ils sont tous contents de la disparition du marché informel. Et demain, ils seront tous contents de dire que c'est le peuple qui menace la souveraineté algérienne. Comme le peuple n'a pas su voter en 92. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une classe assise, on le voit bien. نعم. سيد حدوسي، نتوقف معك في هذا الجزء الأول من هذه الحصة. نعود لنتمم الحوار معك في الجزء الثاني بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نعود بكم بعد هذا الفاصل. هذا الجزء الثاني من حوارنا مع وزير الاقتصاد والمالية السابق السيد غازي حدوسي. Monsieur Ghazi Hidoussi, on a interrompu cette émission lors de la première partie en parlant des menaces sur l'intervention étrangère en Algérie. Il y a une philosophie qui est en train d'être nourrie par le régime et par les politiques dans ce régime, qui consiste à faire croire aux gens que la population algérienne est elle-même une menace pour le pays. Selon vous, est-ce que c'est la population qui est source de menaces d'intervention étrangère ou bien la nature même de ce régime? Bon, la population algérienne, encore une fois, je répète ce que j'ai dit, n'a jamais menacé n'importe quel pays à l'étranger, ni chez lui, ni en Algérie. Elle n'a jamais été embêter quelqu'un chez lui et elle ne menace aucun élément en Algérie, ici même. Ce que nous constatons, et je l'ai dit pour les hydrocarbures, c'est que les étrangers sont là. Et si les étrangers sont là, la question se pose au gouvernement. Que font-ils là? Le gouvernement, nous le voyons, fait des concessions à l'étranger tous les jours. J'ai parlé des accords avec l'Europe, de la loi sur les hydrocarbures. Le peuple algérien est en droit de demander pourquoi faire ces concessions. Qu'est-ce qui est faible? En fait, la question se pose. Si le gouvernement a si peur des étrangers, c'est que lui est faible. Voilà. Parce qu'un gouvernement irrésistible, c'est un gouvernement qui est soutenu par son peuple. Lorsqu'il lui demande de le soutenir contre les étrangers, il le trouve là. Or, aujourd'hui, si le gouvernement a peur du peuple, c'est qu'il a peur que le peuple bouge et ne lui réponde pas à ses sollicitations. C'est ça la vraie question qui se pose. La vraie question pour les étrangers, c'est le gouvernement algérien est-il capable d'avoir le soutien de son peuple? Les étrangers répondent non. Donc nous allons dicter au gouvernement algérien sa politique. Voici la vraie menace. Monsieur Hidoussi, dans cette même logique, on a vu par le passé, un passé très récent, par exemple un régime de Ben Ali ou le régime du président Moubarak en Égypte, faire les concessions possibles et pas possibles à l'Occident pour que Moubarak, par exemple, reste au pouvoir. Mais ça n'a pas empêché la population égyptienne de sortir dans les rues et de réclamer le départ de ce régime.
Et ça n'a pas aussi empêché cet Occident à leur tête, les États-Unis d'Amérique, de lâcher Moubarak à la au premier moment de la révolution. C'est-à-dire que malgré les concessions qui sont faites à l'Occident en termes de souveraineté nationale, l'Occident ne va jamais soutenir des régimes qui sont détestés par leur propre population. Est-ce que le régime algérien n'a pas appris la leçon? Je ne pense pas, ni le régime algérien, ni les autres régimes en général. On reviendra peut-être aux autres pays arabes. Je ne pense pas qu'ils apprennent. Je pense que les régimes considèrent qu'ils sont faibles, qu'ils ne doivent pas être embêtés. Ils sont prêts à faire toutes les concessions et ils pensent qu'en faisant toutes les concessions, les gens se tairont. Et là, ils se trompent. Parce que quelle est la volonté des États-Unis? Nous sommes dans le monde arabe. La volonté des États-Unis, c'est qu'Israël soit un pays reconnu officiellement et qu'il soit le plus important, évidemment, de tout le Moyen-Orient. Et tant qu'un gouvernement n'a pas accepté ça à la lettre, il sera en danger. Qu'il s'appelle Moubarak, ou qu'il s'appelle Bouteflika, ou qu'il s'appelle n'importe quel pays. Et c'est ça la question. Il n'est pas question au Moyen-Orient de faire des petites concessions. Il est question d'abandonner le pétrole et de définitivement reconnaître qu'Israël est un pays qui existe, qui est puissant, avec ce qu'il fait, avec tous les torts qu'il fait aux Palestiniens. C'est ça la question. Bien sûr, à ce moment-là, est-ce que les États-Unis vont reculer? Les États-Unis ne vont pas reculer. Tant qu'ils n'ont pas toutes ces garanties, ils ne vont pas reculer. Deuxièmement, les États-Unis se posent la même question que celle que j'ai posée. Si le peuple n'est pas avec un gouvernement, pourquoi signer avec lui? Quelle est la garantie qu'il nous donne? Il n'a pas de garantie. Moubarak est parti parce que les Américains ont découvert que le peuple égyptien était contre lui, donc il doit partir. Et c'est ça qui fait aussi peur au gouvernement algérien. Il faut en plus qu'il soit faible et en plus qu'il montre que le peuple est d'accord avec lui. Et je pense que c'est de l'aveuglement. On ne peut pas être injuste, méchant, travailler gratuitement et dire au peuple vous êtes d'accord avec nous, ça n'existe pas. Monsieur Hidoussi, comment ils peuvent être aveugles à ce point? Ils pouvaient être aveugles avant les révolutions, avant la disparition des régimes tunisiens, libyens et égyptiens, mais à ce moment de l'histoire, après qu'on ait vu la disparition de Kadhafi, la disparition des régimes tunisiens et égyptiens, comment on peut expliquer cet aveuglement? Je vais vous répondre par une anecdote que j'ai apprise quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler et je faisais des notes au gouvernement. Et je ne comprenais pas que le gouvernement ne comprenne pas les notes qu'on lui faisait. Et un jour, j'ai posé la question à un vieux sage socialiste de l'époque, en lui disant « Mais comment ça se fait que le gouvernement ne comprend pas ses intérêts ?» Et il m'avait répondu « Un gouvernement ne comprend ses intérêts que lorsqu'on lui a mis un pied au derrière, jamais avant. » Voilà. C'est le drame, mais c'est comme ça. Ils comprennent toujours trop tard. Voilà, enfin, ils comprennent trop tard. Monsieur Hidoussi, ça ne sert plus à rien. Monsieur Hidoussi, après les événements qu'a connu le monde arabe et qu'a connu l'Algérie en début de l'année 2011, fin 2010, le président Bouteflika est sorti à la télé avec son fameux discours, premier discours depuis qu'il est là depuis 1999, en promettant au peuple algérien une ouverture politique et des réformes. On a vu un processus de réforme qui a abouti à des élections législatives qui étaient déjà prévues, qui n'ont pas donné l'impression, ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays, que l'Algérie connaît de grands moments de démocratie, surtout avec l'abstention massive qu'a connue l'élection législative du 10 mai. Comment voyez-vous l'avenir de ces réformes? Est-ce qu'on est toujours dans une époque qui accepte des réformes données, parce que vous êtes connu sous le gouvernement des réformes de 89-91, ou plutôt l'époque des réformes est révolue et on est arrivé à une époque où il faut un changement radical? On a entendu cette semaine le président du groupe parlementaire FFS au Parlement disant que est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vais répondre en 3 points. Allez-y. D'abord sur le discours du président Bouteflika à Sétif, que j'ai écouté attentivement, je crois qu'il le suit. Il a dit qu'il allait préparer le changement, et je pense qu'il le prépare pour son départ, ou même s'il se renouvelle. Mais pas pour le pays. Oui,
Mais ce qu'il a préparé comme changement, je l'ai déjà dit, c'est la mort du FLN. Voilà le changement. Dans son esprit, le changement, c'est des règlements de compte. Et donc, pour lui, ce qu'il laisse aux Algériens, c'est d'avoir fait disparaître le FLN. Tout le monde appréciera si c'est ça la grande victoire de 15 ans ou je ne sais plus combien de Bouteflika. De Bouteflika. Ça, c'est sur le premier point. Je pense qu'il suit ce qu'il a comme assemblée, je l'ai dit, c'est une classe moyenne qui est intéressée par ses privilèges et qui s'est montrée. Ils sont peut-être pas nombreux, ils sont peut-être 100 000, 200 000, mais ils sont montrés, on voit clairement, ceux-là, ils tiennent à garder leurs privilèges. Ils sont contents. Eh bien, d'être au Parlement, de tant toucher mieux 300 000 dinars par mois. D'ailleurs, ils s'habillent tous de la même manière, ils parlent tous de la même manière, on ne sait pas quel est le parti, on ne sait pas. Mais voilà, ils ont obtenu 20 ans de lutte algérienne, ils ont obtenu la classe moyenne dont ils rêvaient. Ils savent ce que veut cette classe moyenne. Elle veut combattre le peuple, c'est clair. Ils l'ont montré pour les syndicalistes. Ils sont en train de le montrer pour le marché informel et je pense qu'ils le montreront pour l'université, etc. Ils veulent l'ordre, l'ordre au nom de l'absence d'intervention étrangère, et vont peut-être fonctionner avec ça. Donc ça, c'est pour l'héritage pour demain. Voilà. Deuxièmement, les réformes. C'est vrai, le FFS, bon, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un peu loin, je connais tout le monde, et je vois que les gens veulent respirer. Ce que je retiens, c'est tout, c'est que dans leur déclaration, donc je n'ai pas d'avis là-dessus, ce que je retiens dans leur déclaration, c'est qu'ils parlent de changement et qu'ils parlent d'une vision qui n'est pas une vision de parti. Je pense qu'un de leurs grands problèmes, c'est qu'ils ont vu qu'ils ne respiraient pas à l'intérieur du parti. Apparemment, c'est ça le fond de leur problème et qu'ils n'ont plus confiance dans un parti. Là vous parlez des cadres du FFS qui ont quitté le parti. Voilà, je parle des cadres du FFS, ce que j'ai lu, ce que j'ai compris. D'accord. Et donc, ils ont un problème d'organisation, un problème de parti. Ils disent dans leur papier, maintenant nous échappons au parti, nous allons vers le peuple. Je dis ça, c'est positif. C'est vrai que le parti, c'est toujours restreignant. Nous venons de le voir pour le FLN, mais c'est valable pour les autres partis aussi. C'est bien, aujourd'hui, je pense, en Algérie, d'aller voir les gens, de dire aux gens de s'organiser, parce que ce qui n'est pas intéressant dans une intervention extérieure ou dans une révolte en algérienne, c'est que le peuple le fasse sans organisation. Dans ces conditions, il le perd. Nous ne sommes pas tous pour les partis, loin de là, je l'ai assez montré dans ma vie, mais je pense que c'est important d'être organisé. Et le FFS veut aller voir le peuple, qu'il aille le voir. D'ailleurs, ce que j'ai écrit lorsqu'on a refusé que je rentre en Algérie l'année dernière, si j'écris aujourd'hui, il est à la disposition du FFS. Je le mets à leur disposition. Il y a des manières. Oui. Il y a des manières de faire de l'activité avec les gens, d'apprendre aux gens à faire de la politique et à se protéger. À faire de la politique demain, c'est se protéger en cas de coup dur. Et c'est là-dessus que nous sommes... Comment vous l'imaginez cette organisation? Tout simplement, je l'ai dit, moi je suis d'accord pour dire, mais ça c'est une opinion tout à fait personnelle, que tous les partis politiques ont échoué, que l'organisation de partis elle-même, et tous les partis politiques l'ont montré, les bons comme les pas bons, et que donc c'est bien de sortir des partis politiques, c'est bien de créer la démocratie dans les assemblées populaires. Je crois dans les assemblées populaires. Bien sûr, on peut les interdire. On peut interdire aux gens d'y aller. Il y a différentes manières. Ce n'est pas facile, mais je pense que l'essentiel, c'est partout de créer des assemblées populaires qui débattent des problèmes. Des assemblées populaires informelles, qui ne sont pas inscrites dans le cadre légal. Voilà. Tout le monde a le droit d'aller en politique, comme tout le monde a le droit de faire de l'informel, tout le monde a le droit d'habiter en ville, tout le monde a le droit de faire de la politique. Il n'est pas nécessaire d'être organisé pour faire de la politique. Il est nécessaire d'être plusieurs, de réfléchir, de sentir ceux qui ont raison. Ensuite, vient ou ne vient pas l'organisation. Mais l'essentiel, c'est de se dire, en cas de coup dur, imaginons qu'il arrive demain un coup dur, comme ceux de la Libye ou de la Tunisie à l'Algérie, que les gens se reconnaissent dans leur quartier, qu'ils se sont vus au moins, qu'ils ont parlé au moins. Ça sert beaucoup. Ça sert beaucoup. Bien sûr, ça demande des qualités. Ça demande la qualité que, quand on va faire de la politique, ce n'est pas pour gagner quelque chose. Ce n'est pas pour gagner une place.
ce n'est pas pour se faire élire. Il faut sortir des élections. Mais je crois que l'Assemblée aussi montre, et le FFS a raison de le dire, que c'est tout à fait inutile. Il faut sortir du calendrier du gouvernement. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais ce qui est important, je l'ai écrit. Je l'ai écrit, il est à la disposition des gens. Je peux le remettre sur les sites. Il est là, il existe, les gens n'ont qu'à le voir. Il y a tout le détail qui est là-dedans. Et je pense, avec le FFS, que c'est important. Le FFS, c'est un vieux parti. C'est une vieille organisation. Eh bien, s'il réunit 100 000 personnes, c'est déjà 100 000 Algériens organisés en cas de coup dur. Mais là, M. Hidoussi, vous parlez du FFS en tant que parti, en tant que structure. Mais ceux qui veulent aller vers la population, c'est plutôt les cadres qui sont sortis du parti. Mais le parti en lui-même, c'est-à-dire le parti avec M. Al-Askari, qui a à sa tête M. le Premier secrétaire et tout, et qui a M. Aït Ahmed comme président, s'inscrit dans une logique, dans la logique parlementaire. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe parlementaire, ils ont participé à des élections. Et est-ce que vous pensez que cette logique, qui est quelque part voulue par le régime, c'est celle de faire participer le plus de partis politiques à des élections, est-ce que la logique du Parlement, tel que le Parlement algérien aujourd'hui, peut amener à un changement radical? Parce qu'on entend des députés FFS parler de changement radical. Est-ce qu'en étant dans une assemblée pareille, en acceptant un fait accompli politique pareil, on va nécessairement vers un changement politique radical? Moi, je ne donne pas de conseils du FFS. Je n'ai pas le droit de leur donner des conseils. Non, mais c'est juste une question. Je les respecte beaucoup, en plus. Mais je dis qu'ils sont devant une situation redoutable et je peux leur donner un conseil. Lorsque les cadres du parti décident de quitter, vous savez que ce n'est pas facile. Absolument. Ce n'est pas facile. S'ils en sont arrivés là, il faut respecter la crise qui a créé leur départ. Et la vie du FFS dépend de cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont partis, ce n'est pas le Parti communiste classique qui élimine les opposants qui va réussir. On sait très bien dans l'histoire qu'il échoue. Absolument. Voilà. Donc le FFS échoue en perdant ses cadres. Si le FFS demande un débat populaire, je pense qu'il est plus raisonnable au FFS qui reste de faire le débat populaire. S'il ne le fait pas, il perdra. Ça, c'est mon conseil. Maintenant qu'il aille à l'Assemblée, et c'est là ce que j'ai trouvé d'intéressant chez les cadres, c'est qu'ils sont sortis du calendrier de l'État. C'est fini. Ce qui les intéresse, ce n'est pas d'être maire, ce n'est pas d'avoir des places. Voilà. On n'est plus là pour faire de la politique, pour créer une organisation qui vous élise. C'est fini. Ce n'est plus une machine à élection. Monsieur Hidoussi, la deuxième partie de ma question, c'était concernant les réformes. Oui. Est-ce qu'il est toujours possible de réformer le régime, ou ce régime est arrivé à un point où ce n'est plus possible de le réformer, et la seule option qui pourrait être devant nous, c'est un changement radical de la nature même du régime? Il y a deux questions. Nous sommes donc à l'anniversaire de octobre 88. C'est ça. 88. C'est simple, on peut faire un tableau. Cette année, l'année prochaine, quand le président Bouteflika le décidera, où il mettra ce qui a été acquis pendant un an en Algérie en 89-90, et à côté ce qui est acquis depuis 15 ans. Je crois qu'on peut vite faire le bilan, voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et voir qu'est-ce qui est important, ce qui a été fait. Donc pour vous, ce régime n'est plus réformable? D'abord, ce régime n'a fait aucune réforme. Il commence à travailler, il a un an. Dans un an, qu'il accepte qu'on fasse un tableau, et qu'on le fera peut-être, en disant voilà ce qui a été fait en 88 en un an, dans les conditions de l'époque, avec zéro dans la balance des paiements, et voilà ce qui se fait aujourd'hui. Avec 200 milliards de dollars. Voilà, et on regarde, et en 15 ans. Et en 15 ans. En 15 ans. Et on regarde le bilan des deux. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ça s'est fait en un an. On n'avait pas besoin de l'armée, on n'avait pas besoin de la police intérieure, et on n'avait pas d'argent. Et on verra qu'en un an, on a fait beaucoup plus que ce qui a été fait avec en 15 le ans. peuple que ce qui a été fait en 15 ans. Mais je laisse les gens, je ne m'interroge pas là-dessus, je les laisse faire. Je leur dis tout simplement, voilà ce qu'il faut faire, c'est simple, on va noter les réformes faites et on notera ce qui a été fait en 15 ans et on mettra sur la balance. Pour ce qui nous concerne, s'il faut une réforme ou pas, la réforme, c'était nécessaire pour changer le régime. L'élection législative, c'était pour changer le régime, c'était clair. Donc, le mot, c'est le changement de régime.
Si les gens disent ce n'est pas la réforme ou pas, on l'a fait ou on ne la fait pas, c'est le changement de régime. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est toujours le changement de régime. Qu'il se passe pacifiquement, oui, on veut toujours essayer de le faire pacifiquement, mais il faut un changement de régime, c'est obligatoirement nécessaire. On ne peut pas continuer avec le système du FLN, du parti unique, on ne peut pas continuer avec les partis préfabriqués, on ne peut pas continuer avec une police qui a le mot d'ordre, on ne peut pas continuer avec la corruption, etc. Tout le régime doit partir. سيد غازي حدوسي نشكرك على هذا الجزء الثاني وسنعود معك لإتمام الحوار في الجزء الثالث والأخير من هذه الحصة. مشاهدينا الكرام نعود بكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام نعود بكم في هذا الجزء الثالث والأخير من حصتكم الموعد السياسي مع وزير الاقتصاد والمالية السابق السيد غازي حدوسي لإتمام الحوار معه حول الوضع السياسي الجزائري وحول رئاسيات 2014 وإفرازات الثورات العربية. السيد حدوسي، رانا في آخر سنة 2012، حكومة جديدة، رئيس الحكومة الحالي كان رئيس الهيئة الحملة الانتخابية لبوتفليقة سنة 2004 وسنة 2009. ملاحظين سياسيين قالوا بأن تعيين سيد سلال على رأس هذه الحكومة هو نوع من تحضير إلى انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، والبعض يقول بأننا قد دخلنا في مرحلة ما بعد بوتفليقة، لأن السيد سلال هو رجل مخابرات، وأن المخابرات قد استولت على الحكومة، وأنها تحضر إلى رئيس قد يخلف بوتفليقة، قد يعطي للرأي العام الجزائري والدولي نوع من التغيير، وقد يكون هذا الرئيس الذي سوف يخلف بوتفليقة قد يكون رجل تكنوقراطي وليس سياسيا. أنت كمعارض سياسي كيف ترى رئاسية 2014؟ هل في رأيكم بوتفليقة سوف يذهب أو سوف يريد عهدة رابعة؟ Moi, je dis mon opinion personnelle, et je viens de le dire, c'est que nous sommes dans une situation de changement de régime. Quelle que soit la manière dont on change de régime, c'est ça la bonne direction. Il ne s'agit pas d'élection présidentielle. Ça n'a aucune importance. Quelle que soit la personne, la question qui est posée, voulez-vous changer de régime? Et quel régime vous voulez mettre en place? C'est la seule question. Si c'est pour répéter, pour faire ce qui se fait, etc., j'ai dit que ça n'a pas d'utilité. Ça n'a même pas d'utilité de parler des élections. Tout ceci, on le subit jusqu'au moment où on change de régime. Donc vous croyez une perspective d'une élection présidentielle dans ce cadre n'est pas importante? C'est totalement secondaire, que ce soit Bouteflika, que ce soit dans les jeux internes, puisque les gens ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 3 ou 4, ça sera sanglant. Ceux qui les choisissent et qui ont l'habitude de les choisir, ça sera très difficile pour eux, tant pis pour eux. Pourquoi? Mais parce que, il reste très peu de monde. Le peuple est totalement dehors. Vous savez, c'est terrible pour les Algériens. C'est terrible aujourd'hui de n'être pas capable d'écrire 20 lignes qui se tiennent, ni sur l'affaire du Mali, ni dans la presse, ni dans les journaux, ni dans le gouvernement, nous lisons les programmes, ni dans aucun domaine. C'est terrible, c'est un gouvernement qui est abandonné totalement par tout ce qui est vivant dans ce peuple. Je ne sais pas s'ils sont heureux d'être aussi imbéciles qu'ils le sont et qui veulent des élections présidentielles pour se rassurer. Je les comprends qu'ils veulent fermer le régime et garder leurs privilèges, je les comprends. Les privilégiés ne peuvent faire que cela. Mais quelle importance ça a pour nous? Aucune. Ce qui est important pour nous, c'est le débat politique en Algérie. Il faut qu'il y ait un débat politique. Si le gouvernement l'accepte, tant mieux. S'il ne l'accepte pas, il faut que les gens fassent leur vrai débat. Même s'ils le font par signe, par langage, il faut qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de perspective électorale ou parlementaire. La seule perspective, c'est celle du peuple algérien. Que les gens fassent de la politique et ne comptent que sur leurs mains. Cette perspective pourrait avoir un caractère révolutionnaire. Est-ce qu'une révolution ne vous fait pas peur? Quand une révolution est populaire, elle ne fait jamais peur. Ce qui fait peur, ce sont les coups d'État. Jusqu'à présent, nous avons eu des coups d'État. La seule révolution que nous avons eue, c'est celle de 1954. Elle ne fait pas peur. Celle qui a vécu en 1920 avec les partis nationalistes, qui a vécu avec Ben Badis, avec l'islam, et qui a vécu avec la guerre d'Algérie,
fait peur à personne. Malgré les coups, il n'en fait peur à personne. Ce qui fait peur, ce sont les coups d'État des classes moyennes. Ce n'est pas les révolutions. Non, Des coups d'État des classes moyennes, vous voulez dire Ben quoi? voilà, les classes moyennes qui prennent le pouvoir de cette manière, c'est un coup d'État. Le peuple n'a pas été consulté, comme vous l'avez dit. C'est un coup d'État d'avoir des classes moyennes qui se jugent l'Assemblée nationale et qui se disent démocrates. Et qui ne sont pas capables de faire un article de journal qui se tienne. Et qui, demain, ne savent pas quoi faire devant les problèmes du Mali ou devant les problèmes du monde arabe. Monsieur Hidoussi, j'ai lu vos écrits concernant un petit peu ce qui s'est passé dans le monde arabe, surtout en Libye. Vous avez déploré l'intervention de l'OTAN pour dégager le régime de Kadhafi. Mais c'était une révolution, une révolution d'un peuple libyen qui a commencé d'une manière pacifique, puis qui a été militarisé. C'est à peu près le cas syrien la révolution a résisté sur le plan pacifique pendant une année. C'est une population qui s'est fait massacrer pendant une année sans qu'il y ait quelqu'un qui intervienne, et puis qui s'est militarisé par la force des choses. Vous avez dénoncé l'intervention de l'OTAN, vous avez dénoncé les tentatives de récupération par les Occidentaux des fruits de ces révolutions arabes. Vous qui ne déplorez pas, heureusement, la révolution de novembre 1954, est-ce que vous sentez que l'Algérie aujourd'hui, la société, je parle de la société algérienne, qui est en dehors de régime et en dehors de ces classes moyennes, est prête pour une révolution pacifique qui serait capable de dégager ce régime et éviter une récupération qui pourrait être très perverse de la part des forces occultes financières et occidentales? Je dis que le problème est très difficile pour nous. Hein. J'étais algérien. Je dis d'abord que nous avons tous été heureux de voir la révolution arabe débuter à Tunis et au Caire. Tout le monde est pour la révolution arabe. Je pense que personne n'est contre la révolution arabe. Nous avons vu comment elle s'est tenue. Et là, nous avons des regrets. Si nous venons à l'Égypte en particulier et la Tunisie, qui tiennent encore le coup, qui nous donnent des espoirs, mais des espoirs quand même de plus en plus inquiétants. Il faut le dire. Il faut le dire parce qu'on aime les Tunisiens et qu'on voudrait ne pas être inquiets, et on aime les Égyptiens et on voudrait ne pas être inquiets. C'est inquiétant parce que ça ne plaît pas. Encore une fois, je reviens à la position centrale des États-Unis et d'Israël. Ils veulent plus de défection. Même ce qui se passe en Tunisie les inquiète, et ce qui se passe en Égypte les inquiète. Et qu'est-ce qu'ils font et qu'ils réussissent, à mon avis, à faire? Ils réussissent d'abord à diviser les Tunisiens entre eux. Ça, c'est ce que nous observons. Il y a la police qui fait des actes ignobles en Tunisie, mais ces actes vont aller contre qui? Ils vont aller contre Nada. Ces actes individuels. Bien sûr. Mais qui dit que ce sont des actes individuels? C'est quand même une police tunisienne qui était là et qui est encore là. Ça, c'est concret. C'est pour ça que nous sommes inquiets. Et on voit bien que la situation est sabotée. On parle des salafistes. Personne ne lui dit qu'ils sont. Il faut bien, maintenant que nous avons un pouvoir qui est issu de la révolution, qu'ils disent la vérité. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire que l'Occident dénonce les salafistes en Tunisie, mais accepte que, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite finance les salafistes djihadistes en Syrie? Mais il est content, il veut qu'il y ait des salafistes, il veut que la police soit contre, c'est comme ça que je dis, que la police soit contre l'État tunisien, il veut que l'État tunisien ne réussisse pas. Et pour qu'il ne réussisse pas, je dis, il veut casser les opinions politiques. Il y a une espèce de gauche tunisienne extrêmement divisée, au lieu qu'elle s'unisse. Il y a au Caire aussi, beaucoup moins dangereuse, mais aussi une gauche, mais extrêmement divisée. Et il y a les mêmes jeux qui essayent de mettre les pouvoirs dans une situation piégée. Nous disons, si la révolution arabe existe, il faut que ces pouvoirs, je reviens toujours au même slogan, libèrent les peuples, l'organisent et soutiennent les peuples. Il n'est pas admissible que la police continue encore à saboter le gouvernement tunisien et l'empêche de travailler. Ce n'est pas possible. On le voit bien. On voit bien que c'est de la provocation.
qu'elle soit voulue ou pas. Pour le cas, Monsieur Hidoussi, pour le cas tunisien précisément, on a vu des cas de mœurs qui sont provoqués par des individus, surtout de la par police. de la police, voilà. Mais le ministère de l'Intérieur tunisien n'a pas ordonné ces actes, ne permet pas ces actes. Les policiers qui sont mis en cause dans ces affaires de mœurs sont en prison. Oui. Et ils sont suspendus par le travail. Et c'est la justice qui poursuit son travail dans une démocratie. Une justice est censée être indépendante. Comment on peut expliquer, par exemple, un acharnement de certains médias occidentaux, notamment français, contre le gouvernement Nahda, qui n'est pas un gouvernement seulement Nahda, qui est un gouvernement Troïka, voilà, avec le parti de Takatul et le parti de Monsef el-Marzouki. On dit que depuis que les islamistes sont là, la question des libertés individuelles et surtout des libertés des femmes sont tout le temps menacées, alors que c'est un gouvernement naissant, c'est un gouvernement qui n'a pas une année, c'est un gouvernement qui n'a pas d'argent et c'est un gouvernement élu. Pourquoi cet acharnement contre ce gouvernement élu? Et on a vu l'absence des médias occidentaux, notamment français, contre le régime Ben Ali, mettait en prison tout genre d'opposants politiques, c'est-à-dire opposants islamistes ou pas. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une certaine volonté de faire échouer la révolution tunisienne? Non, il n'y a pas de volonté de faire échouer la révolution tunisienne. Je pense que les Occidentaux qui agissent en Tunisie ne sont pas capables de faire échouer la révolution tunisienne ou n'importe quelle révolution. Ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils veulent faire des affaires. Et quand les affaires ne marchent pas, ils vont faire les affaires ailleurs, mais ils ne sont pas préoccupés par autre chose. Par contre, ce qui les préoccupe aujourd'hui, pour leurs affaires, il faut être clair là-dessus, c'est que dans tous les pays arabes, il y ait des constitutions qui soient importées d'Occident. C'est celle de l'Occident. Et Nahda n'a pas la chance de venir avec une constitution importée d'Occident. Et ça ne va pas. Tant que Nahda ne dit pas « j'ai pris la constitution qui a été fabriquée à Bruxelles », mais elle sera combattue. C'est clair. Ça, on le sait. On le sait, on doit agir avec ça. Si on veut vivre avec une constitution que nous avons fabriquée nous-mêmes, il faut que notre peuple montre qu'il a fabriqué sa constitution. Monsieur Hidoussi, ce que vous dites est très important, parce que le régime algérien communique à travers la télé officielle, à travers les médias qui lui sont inféodés, que ces révolutions arabes sont la fabrication de l'Occident. Mais comment peut-on croire qu'une constituante tunisienne élue avec une majorité Nahda, Takatul et al-Mu'tamar al-Watani de monsieur Marzouki peut être le produit des laboratoires politiques occidentaux? Comment peut-on faire croire à la population algérienne ou d'autres populations que les peuples arabes ne sont pas capables de faire leur propre révolution et d'instaurer leur propre démocratie, et on fait toujours plutôt peur à ces peuples par l'Occident? Est-ce que pour vous, ces révolutions, comme le dit le régime algérien, sont le fruit de projets occidentaux? Non, moi je suis contre, et je crois, c'est l'occasion de le dire, il faut se méfier des complots extérieurs. Il n'y a pas de complot extérieur. Il y a une agression extérieure contre le monde arabe. Bon, on le sait. Ça n'a pas besoin de complot pour savoir qu'il y a une agression. Et les Algériens le savent. Et d'autres Arabes le savent. Les Arabes le savent. Les Arabes sont... Par contre, ce qui est vrai, c'est dans quoi il y a le complot. Je ne crois pas qu'il est dans la guerre. Il est dans le fait que nous devons être comme des singes en train de recopier ce que nous dictent les Occidentaux. Et c'est des petits détails. Les gens croient que c'est des grands détails. C'est des petits détails. C'est la loi de la monnaie doit être la même que celle que veut l'Europe. Voilà. L'accord des échanges extérieurs doit être dicté par l'Europe. L'Assemblée telle qu'elle est élue et la démocratie telle qu'elle est décidée doit être dictée par l'Europe. Là, on est rassurant. Et là, vous verrez, toute la presse vous trouvera merveilleux. Mais Nahda et l'Égypte, les deux révolutions qui marchent à peu près, ont le malheur et le mauvais goût de ne pas être de ces gens-là. Ils vont réussir? Ils ont des grandes difficultés, c'est ce que je dis. Ce sont celles qui vivent, on parlera de la Syrie après, celles qui vivent pacifiquement, heureusement, c'est la Tunisie et l'Égypte. Et c'est pour ça que je dis, nous voulons leur dire la vérité. Nous voulons leur dire, il faut savoir gérer les singes qui veulent remettre l'Occident chez vous. C'est ce que j'appelle toutes ces oppositions tunisiennes qui crient, qui font du bruit, qui sont financées et qui font du bruit.
Mais je m'en fous du complot extérieur qu'il soit financé. C'est normal que celui qui vous aime vous finance. Enfin, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que celui qui vous déteste ne vous finance pas. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un gouvernement qui sache gérer ses oppositions, qui sache gérer sa politique, sa police, qui sache gérer son économie. Et là, nous avons des inquiétudes. En Tunisie, nous avons des inquiétudes sur la monnaie et sur l'économie. Rien ne se fait depuis 1 an et demi. Les villes tunisiennes sont encore abandonnées. Ça, c'est des vrais problèmes que nous posons à la Tunisie. En Tunisie, il y a une police qui, délibérément, depuis 1 an, crée des événements hostiles. Mais pourquoi la police crée des événements hostiles à Nahda? Parce que c'est l'ancienne police de Ben Ali. Il faut dire les choses qu'elles sont. Ce que je reproche au gouvernement tunisien, c'est de ne pas parler clairement. Qu'ils disent clairement au peuple. Le peuple comprend les choses. Qu'ils lui disent, je ne peux pas traiter la police autrement. Voilà. C'est le reste de l'ancien régime. Que le ministre de l'Intérieur dit c'est un complot contre nous et contre notre gouvernement qui a été fait. Pourquoi il ne le dit pas? Cette peur du peuple, c'est de là que viennent les dangers du mouvement arabe. Et c'est là où j'en arrive à la Syrie. Voilà la Syrie qui est dans une situation dramatique. Tous les jours et toutes les heures et toutes les minutes, je me pose la question, ce serait l'énorme catastrophe du peuple arabe que le gouvernement syrien tombe, soit sur une agression extérieure, soit même de perdre à l'intérieur par ses mouvements ce qui se passe. Pourquoi? Parce que quand on tue la Syrie, on tue le Liban, on tue le Hezbollah, on tue ceux qui sont défendus contre Israël et on se met en face à l'Iran pour finir la guerre. Voilà la réalité de la Syrie. Je ne dis pas que je suis pour le gouvernement syrien. Je suis pour la révolution arabe en Syrie comme ailleurs. Mais la question est difficile à traiter. Voilà. Elle est difficile à traiter. Mais voilà, la gestion de tous les jours. Voilà un régime syrien qui tue sa population, qui ne trouve pas mieux que de tuer sa population au lieu d'aller faire la guerre à Israël, par exemple. C'est un régime qui n'a jamais fait la guerre à Israël. Ce que je veux dire, c'est que les régimes arabes, ou du moins ces 30 dernières années, doivent comprendre que le peuple arabe, qui a tous été pour la révolution, partout dans le monde arabe, personne ne peut le cacher, que le peuple arabe, on a fini avec les régimes actuels. On les nomme, ces régimes. Bien sûr, l'Arabie saoudite, tout ça, mais ça ne pose pas de problème, toutes ces monarchies. Ce qui pose problème, ce sont les gouvernements nationalistes, comme l'ancien FLN, qui existent en Syrie, qui ont cru dans un pouvoir centralisé, autoritaire et dictatorial. Et le peuple arabe a dit, c'est fini. Et ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais s'ils ne le comprennent pas... tant qu'ils ne l'ont pas compris, ce sont eux, je reviens à votre première question, qui sont la menace extérieure contre le peuple arabe. Mais vous avez dit, si par exemple, vous êtes terrifié à l'idée de voir que le régime ou le gouvernement syrien tombe, parce que ça va enlever des canaux de soutien à la résistance au Sud-Liban, et ça va ouvrir une porte, voilà, et ça va ouvrir une porte d'agression contre l'Iran. Mais quand vous voyez par exemple un Hezbollah à sa tête, M. Hassan Nasrallah, qui dit ouvertement, qui annonce ouvertement son soutien au régime Al-Assad, qui est un régime criminel. Quand on voit l'Iran, la diplomatie iranienne qui est connue dans son pragmatisme, qui n'arrive pas à être pragmatique dans le dossier syrien, et continuer à financer, à soutenir un régime criminel. On ne peut pas, on ne pourra pas en vouloir à des révolutionnaires, et une population syrienne. Demain, si elle retrouve la liberté autrement que dans le régime syrien, de se retourner contre les alliés de son ancien ennemi. Où est le pragmatisme chiite? On le cherche. Là, vous allez à la situation politique de détail. Qu'est-ce qu'on fait techniquement, même si on est d'accord sur le fond? On est d'accord sur le fond que la révolution arabe doit continuer. Est-on d'accord sur la conjoncture, sur la manière de la mener? Moi, je dis que il est normal que le Hezbollah, qui est un mouvement sain dans le monde arabe, qui est un mouvement révolutionnaire et un mouvement honnête, tactiquement considère que ce n'est pas le moment pour lui de perdre l'allié qui est la Syrie. D'accord. Parce que lui, il a devant lui Israël. Ça se comprend. Il est là, il a Israël devant lui. Israël n'a qu'un objectif, c'est la disparition de Hezbollah, parce que le Hezbollah a battu Israël.
C'est le même phénomène que le FLN. Il faut que cette idée s'en aille. D'accord. Eh bien, Mais en même temps, on ne peut pas. le seul arme, oui, Monsieur il ne Hiddoussi, peut on pas. ne peut pas se faire l'allié C'est ce d'un que je criminel. dis, c'est que si la Syrie ne comprend pas l'intérêt du peuple syrien qui veut un changement de régime, eh bien, ils perdront la Syrie et ils perdront le Hezbollah. Mais pour nous, c'est un grave problème. Pour nous, nous voulons que la Syrie bouge. Voilà tactiquement ce que nous voulons. Que la Syrie accepte de bouger, de faire alliance avec son peuple. Et je ne crois pas que les Russes disent l'inverse. Qu'ils acceptent de faire alliance avec leur peuple, avec leur mouvement populaire, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. On est d'accord là-dessus. Et on risque tous de se perdre. Et encore une fois, si on s'est perdu, on sera perdu de la faute des régimes nationalistes Monsieur arabes. Hiddoussi, le pragmatisme iranien, pourquoi il n'a pas fonctionné dans le dossier syrien, selon vous? Quel pragmatisme? Ah, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de ce que font les Iraniens. Ils soutiennent ouvertement le régime Oui, syrien. ouvertement, je ne sais pas ce qu'ils lui disent. Est-ce qu'ils lui disent de changer ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de le dire? Ça, on ne le sait pas. On le dit dans la presse occidentale. Oui. Mais dans les déclarations des Bon. responsables iraniens, Dans les déclarations des responsables iraniens, la déclaration est claire. Si la Syrie tombe, nous sommes en guerre. Voilà. Et c'est les musulmans qui sont en guerre. Je m'en excuse, mais Oui, oui, bien jusqu'à sûr, nouvel bien ordre, sûr, c'est absolument. comme ça. d'accord. Monsieur Hiddoussi, je vous laisse le mot de la Mais- fin oui. en direction de la population Ouais. iranienne. Voilà, que ça tombe sur la Syrie, c'est la question qui nous préoccupe le plus. Et évidemment, nous n'avons pas envie que ça revienne chez nous, d'une manière ou d'une autre. Il y a aujourd'hui cette affaire du Mali. Jusqu'à présent, on tient le coup en refusant de nous mêler. Je suis contre qu'on se mêle, c'est clair. Je ne veux pas que ce soit la porte ouverte à une nouvelle Libye, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce que nous sommes dans un régime faible qui n'a plus les capacités de gérer sa souveraineté. Et donc, il est facile à agresser. C'est comme ça. Nous avons vécu la guerre coloniale, nous avons vécu Sidi Ferruch, et nous savons D'accord. pourquoi il y a eu Sidi Ferruch. Oui. Et nous avons la capacité gouvernementale de la capacité de Sidi Ferruch aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes inquiets. Je voulais rentrer l'année dernière en Algérie parce que c'est là où il faut se battre. C'est là où il y a le débat. Bon, ben, comme vous le savez, je ne peux pas rentrer. Toujours est-il aujourd'hui, c'est que je dis, je répète, mon mot de la fin, il faut que le mouvement populaire algérien s'organise en petits comités, non pas pour faire la révolution économique. Non pas, tout cela, ça viendra. Mais au moins pour pouvoir contrôler sa dérive si le gouvernement ne comprend pas. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Dans la technique, je n'en suis que là. بارك الله فيك مسيو سيد غازي حدوسي وزير الاقتصاد والمالية السابق. نشكرك جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة. مشاهدينا الكرام، نتمنى أن نلقاكم في عدد جديد من حصتكم الموعد السياسي على تلفزيون رشاد، ومع جزائريين وجزائريات أخريات للتكلم حول الوضع السياسي الجزائري والعربي. وإلى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم.